Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on revient, on continue, volume 2 des mauvais remakes US sur les films français. Il y en a un paquet. Là, je n'ai pu en sélectionner que 4 parce que je peux pas parler évidemment de tous les mauvais remakes. Il y en a beaucoup, mais évidemment, cette vidéo vous servira à gagner du temps, à ne pas regarder justement ces remakes complètement navrants. Et puis alors, je peux vous dire que dans cette sélection, il y en a deux, c'est du très très lourd à ce niveau-là. Alors on commence tout de suite par le premier. Beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, Les Visiteurs en Amérique, remake du premier Visiteur, écrit par Jean-Marie Poiret et Christian Clavier, et toujours réalisé par Jean-Marie Poiret. Alors il faut savoir que au-delà de la purge qu'est Les Visiteurs en Amérique, moi ce qui va me faire le plus de peine en fait par rapport à ce film, c'est qu'il est coécrit par John Hughes. John Hughes, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et donc, dans une carrière, on peut passer de Breakfast Club, de Ferris Bueller, aux Visiteurs en Amérique. Et alors, double peine, surtout quand on aime John Hughes. Il faut savoir que ce n'est même pas un film de commande, puisque c'est lui-même qui a voulu l'adapter. C'est-à-dire qu'il était dans l'avion en train de regarder Les Visiteurs, donc l'original, il a tellement aimé Les Visiteurs, qu'il a voulu l'adapter en remake américain. Voilà, John Hughes, oui, vous avez bien entendu. Et donc ça, pour moi, c'est la double peine. Et quand j'ai commencé à regarder le film, parce que moi, je ne l'avais pas vu, j'ai commencé à regarder le film et je vois John Hughes au générique, je fais, mais c'est pas possible, quoi. Et ben, il faut savoir que c'est lui qui a voulu le faire. Donc, il l'a coécrit avec Jean-Marie Poiret et Christian Clavier. Alors, dans ce remake, on change les noms par rapport à Jean Reno et Christian Clavier. C'est Thibaut d'un côté, André le Pâté à la place de Jacouille la Fripouille de l'autre. Alors, ce qui est assez exceptionnel, finalement, dans ce remake, c'est qu'on prend quand même les têtes d'affiche du film original. C'est quand même assez rare. Il y en a eu quelques-uns, je crois, dans les remakes américains, mais très très peu, parce que le but d'un remake, justement, c'est de ne pas prendre les mêmes acteurs. Et là, on reprend quand même en tête d'affiche Jean Reno et Christian Clavier. Mais on change les noms, on enlève des personnages, etc., etc. Donc ça n'a plus du tout, évidemment, la même saveur que l'original, que les Visiteurs premiers du nom. Et en plus, on va faire un truc qui est à mon sens totalement illogique, c'est-à-dire qu'on part de l'Angleterre de Moyen-Âge, et puis on va faire voyager nos visiteurs, mais on va les faire atterrir donc dans le futur, mais à Chicago, aux États-Unis. Donc là, question logique, ça se pose là. Normalement, quand tu fais voyager à travers le temps, donc soit dans le passé, soit dans le futur, mais au moins que ce soit la même unité de lieu. Bah là non, forcément, puisque c'est un remake américain, on peut ni le situer en Angleterre, ni le situer en France. On est obligé, du coup, de transposer l'action aux États-Unis, donc ce qui constitue à mon sens un illogisme total. Mais évidemment, c'est même pas le pire, parce que même si certains gags peuvent fonctionner, mais ils fonctionnent du fait que c'est repris en fait de l'original, et au bout d'un moment, je pense qu'on a compris, de toute façon l'original, on l'a tellement vu et revu, qu'on connaît quasiment tous les gags par cœur, et au bout d'un moment, le revoir dans un film situé en Amérique, bon, ok, l'effet de surprise est passé, ça fait plus rigoler. Mais comment ils ont pu croire à la Gaumont et chez Disney que ça pourrait faire rire les Américains ? Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, parce qu'il est évident que ce qui fait rire dans Les Visiteurs, au-delà du gag visuel, c'est évidemment l'emploi de la langue, dans cette espèce de vieux français. Alors vieux français, je mets des grosses guillemets, mais jacouille et sponge, manant, etc. Tous ces mots à l'ancienne qui vont nous faire rire, nous, du fait de notre culture, notre passé historique, et c'est ça qui nous fait rigoler, c'est ce décalage, cet anachronisme, si tu veux. Mais aux États-Unis, ils n'ont pas du tout cette culture-là. Aux États-Unis, c'est même à se demander si beaucoup d'Américains savent ce qu'on a vécu nous dans notre histoire, comment on parlait, si tu veux, au temps du Moyen-Âge. Donc je ne vois même pas comment ça peut faire rire des Américains. C'est-à-dire que nous, à la limite, que ça nous fasse de nouveau rigoler, parce que oui, on a les codes justement de ce langage-là, à la limite, pourquoi pas. Mais les Américains, voilà, je ne comprends même pas l'utilité de ce remake. Et il est évident que le film a fait un bide, même aux États-Unis. Le but était de conquérir un public américain, ça a été complètement raté. Et le pire dans tout ça, c'est que le film a failli couler la Gaumont. Je sais pas si vous imaginez, la Gaumont, c'est une institution. Depuis des décennies et des décennies. Et ben ce film-là a failli couler la Gaumont. Heureusement, ils ont pu se relever, mais ils étaient très proches de la banqueroute à cause du bide de ce film. Et en plus, ce film est sorti, je crois, en DVD le 11 septembre 2001. Bon, là, c'était pas de leur faute, mais c'est vrai que vraiment, c'était le film pour moi ni fait ni à faire. Donc, Les Visiteurs en Amérique, c'est un ratage total. Et puis surtout, en plus, John Hughes oblige au scénario. Il y a quand même une espèce de volonté de prendre Les Visiteurs et de le terminer presque en comédie romantique à la John Hughes. Et donc, tout ça ne fonctionne absolument pas. Donc,
évitez-le si vous ne l'avez pas vu, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce fameux Visiteur en Amérique. Donc, restez sur le premier, et puis voilà, passez votre chemin sur les Visiteurs en Amérique. Look, I'm at the end of my rope and I want to die. Click it, please. Go ahead. Le deuxième film de cette sélection, et là, attention, c'est encore plus lourd que les Visiteurs en Amérique. Attention, accrochez-vous bien. Un film qui s'appelle Mixed Nuts, Joyeux Noël, hein, intitulé comme ça, donc sorti directement en DVD, en tout cas chez nous. Et ce n'est autre que le remake du Père Noël est une ordure. Alors là, il faut s'accrocher. Parce que c'est peut-être le pire remake que j'ai vu. Encore pire que les films que j'avais mis dans la première sélection. Parce que, déjà, vouloir remaker le Père Noël est une ordure, bon courage. Et puis, surtout, il est réalisé par Nora Ephron. Et Nora Ephron, c'est la scénariste excellente, d'ailleurs, de Quand il rencontre Sally, et la réalisatrice de Nuit Blanche à Seattle. Et alors là, tu te demandes, soit elle a compris le film, et elle a voulu le vider de sa substance, ou alors elle a absolument rien compris à ce qu'elle a vu, et elle a fait carrément autre chose. Mais là, très clairement, on est dans autre chose. C'est-à-dire que on essaye évidemment de singer le Père Noël est une ordure. Tu as l'unité de lieu dans le bureau où va se retrouver les personnages de Thierry Lhermitte, d'Anémone, etc. SOS, Détresse, Amitié, sauf que ça s'appelle pas comme ça. Tu as le personnage de Félix, interprété par je ne sais plus quel acteur, mais alors rien à voir avec Gérard Jugnot. Tu as donc le personnage interprété par Rita Wilson qui est censé interpréter Anémone, Steve Martin quand même, il y a du beau casting quoi, hein, qui est censé interpréter le personnage de Thierry Lhermitte. Tu as Madeleine Kahn qui est censé interpréter le personnage de Josiane Balasco, etc., etc. Mais alors c'est une catastrophe, mais du début à la fin. En termes de rythme, c'est très mou, les acteurs, ils se demandent ce qu'ils foutent là, et puis surtout, le film, donc ce que je disais, le Père Noël est une ordure, donc la pièce de base, le film de base, est complètement vidé de sa substance sur le ton. On n'est plus du tout dans le politiquement incorrect, on n'est plus dans le film limite presque malaisant, parce que le Père Noël est une ordure, faut quand même se souvenir, on l'a vu et revu, et on rit encore beaucoup et tout ça, et puis parfois on rit jaune dans le Père Noël est une ordure, parce que tous les personnages sont complètement décalés, tous les personnages sont en souffrance, c'est d'une glauquerie absolue, le Père Noël est une ordure quand même. Et c'est fait pour ça, c'est voulu, c'est pensé comme ça. Et là, le problème, c'est que Nora Ephron, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle prend la trame donc du Père Noël est une ordure, elle le vide de sa substance, et elle en fait presque, allez, j'exagère un petit peu, mais vraiment presque c'est ça, c'est-à-dire que c'est le Père Noël est une ordure qui croiserait Nuit Blanche à Seattle. Voilà, puisqu'elle en profite pour finalement faire un film de Noël. Mais j'ai envie de te dire que le Père Noël est une ordure, oui, c'était un film de Noël, sauf qu'on se moquait grandement, en fait, de ce que représentait la fête de Noël par rapport à des personnages qui sont complètement suicidaires, paumés, etc. Et c'est ça qui était drôle, c'était tout ce décalage. Mais non, elle profite de la trame du film d'origine pour finalement faire un film de Noël totalement lisse, totalement politiquement correct, avec une fin qui n'a strictement rien à voir avec la fin de l'original. Hein, vous vous souvenez de la fin de l'original, bien sûr, totalement glauque, totalement surréaliste. Là, on est dans un truc où, voilà, c'est une fois de plus, on célèbre Noël comme, je sais pas moi, comme on célébrerait Noël à la fin de Maman j'ai raté l'avion. J'aime beaucoup Maman j'ai raté l'avion, mais si tu veux, c'est pas le propos du Père Noël est une ordure, quoi. Et là, on est exactement dans cette configuration, quoi. Donc évidemment, ça donne des dialogues beaucoup moins crus, des fautes de rythme, mais absolument partout, c'est-à-dire que tu t'ennuies du début à la fin, il n'y a vraiment aucun rythme dans ce film, c'est juste mais phénoménal. On dirait vraiment une espèce de comédie romantique bateau, ils ont réussi à faire ça avec le Père Noël est une ordure. Donc je vous laisse imaginer le désastre. C'est-à-dire que oui, on peut des fois réadapter quelque chose, mais au moins garder le ton de la pièce. Garder le ton du film, c'est ça qui est important. Surtout quand c'est le Père Noël est une ordure, si tu veux. On peut pas se contenter de prendre la même trame et de faire carrément autre chose. Bah, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et même si on enlève le fait que c'est un remake du Père Noël est une ordure, même en tant que film, vraiment, c'est vraiment, mais vraiment pas bon. C'est-à-dire qu'elle réussit à faire mal jouer des Steve Martin, elle réussit à faire mal jouer des Madeleine Kahn, etc., etc. Enfin, c'est extrêmement mauvais, quoi. Anthony Laplaga, donc dans le rôle de Félix, Juliette Lewis dans le rôle que tenait Marianne Chazelle, mais c'est ni fait ni à faire, ce film, vraiment, ni fait ni à faire. Donc voilà comment vider un film de sa substance, mais alors dans sa totalité, et faire un film bidon, faire un film qui n'a aucun intérêt, faire un énième film de Noël, avec le Père Noël est une ordure, en célébrant Noël. Je vous laisse imaginer le résultat, mais en tout cas, si vous tombez dessus, vous pouvez l'éviter sans problème. Troisième film de cette sélection, Les Trois Fugitifs, et alors là je suis sacrément emmerdé, parce que ce film est réalisé par un de mes réalisateurs français préférés, Francis Weber. Et oui, il a remaké un de ses propres films, donc Les Fugitifs, avec Gérard Depardieu
et Pierre Richard pour Disney. Et ça donne, si tu veux, pas un mauvais film en soi, parce que c'est quand même Weber derrière la caméra, mais un remake qui ne sert clairement à rien, alors qui n'est pas vidé de sa substance si tu veux, faut peut-être pas exagérer, mais qui ne peut en aucun cas égaler l'original. Et ça, bien évidemment, dû au casting. Alors si on prend par exemple Nick Nolte, et de l'autre côté Martin Short. Ces deux acteurs, quand on les prend comme ça dans des films américains, moi je les adore. Autant Nick Nolte, il est excellent, je sais pas moi, dans les rôles de flic, dans les rôles un petit peu bourrins, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis de l'autre côté, Martin Short, pour moi, il excelle dans la comédie américaine, il est vraiment très très bon, même quand il se met en duo avec Steve Martin et tout, c'est vraiment excellent. Mais là, le problème, c'est que on fait jouer un Martin Short, donc qui est censé reprendre le rôle de Pierre Richard. Mais sauf que ce qui est obligé de faire Francis Weber, c'est évidemment, comme dans toute comédie américaine qui veut adapter un film français, c'est d'être dans le surjeu. Et le problème, c'est que là, Martin Short est dans le surjeu. Et ce qui ne correspond absolument pas, ni au ton du film, ni à l'ADN du film, ni à l'ADN du personnage même interprété par Pignon dans Les Fugitifs, parce que faut bien comprendre que Pignon, dans Les Fugitifs, il est super émouvant. C'est pas juste des cabrioles où il se casse la gueule, attention, c'est peut-être le film le plus émouvant de cette trilogie avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, et j'en avais déjà parlé en vidéo. Parce qu'il va y avoir une histoire de petite fille muette qui va apprendre à parler, etc., qui va s'attacher au personnage de Nick Nolte et Depardieu, et donc, avec le surjeu de Martin Short en François Pignon, eh ben, tu gâches absolument tous les moments d'émotion, tous les moments forts, en fait, des Fugitifs. Je dirais que Nick Nolte fait à peu près le taf, mais quand même, c'est difficile, si tu veux, d'oublier Depardieu. Donc, Les Trois Fugitifs, c'est vraiment le remake qui ne sert à rien. Et en plus, c'est un film qui n'a même pas marché aux États-Unis. Et tu te demandes, et tu te dis, bon bah voilà, faut peut-être arrêter un moment les frais. Ça ne sert à rien finalement d'adapter quelque chose de très français aux États-Unis, même si effectivement les Américains, en tout cas les producteurs américains, sont friands évidemment des scénarios écrits par Francis Weber, mais laisse-le tel quel, quoi, ce sera mieux. Donc en tout cas, si vous tombez sur Les Trois Fugitifs, passez votre chemin, et surtout, préférez bien évidemment l'original, qui est pour moi un des meilleurs de la trilogie Pignon. Quatrième film, New York Taxi, qui n'est autre que le remake de Taxi, le premier du nom, réalisé par Gérard Pires. Là, clairement, oui, on est encore une fois dans le remake où on se demande vraiment pourquoi les Américains veulent absolument le réadapter. On a dans le rôle de Sami Nasseri Queen Latifah, on a dans le rôle de Frédéric Diffenthal Jimmy Fallon, qui fait l'imbécile et tout ça. Et puis, c'est un film qui va beaucoup parler, ça va beaucoup jacter, ça va beaucoup être dans les explications et la surexplication, et il réussit l'exploit, si tu veux, d'être encore plus beauf que le film d'origine. Alors évidemment, dans ce New York Taxi, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus clinquant, on est à New York, les taxis, machin, etc. Oui, ça le fait un peu plus peut-être sur un plan formel, mais tu te dis, quel est l'intérêt de le refaire, puisque sur un plan de la forme, également, le premier Taxi, bah franchement, ça envoyait du lourd. En termes de course-poursuite, etc. On avait des courses-poursuites avec les flics, etc. Sami Nasseri dans son taxi qui allait à fond. On avait des cascades assez époustouflantes, en tout cas à l'époque, ça nous avait mis une bonne claque. Et là, tu te dis, pourquoi ne pas avoir juste exporté le film? Parce que sur un plan de la forme, ça aurait pu plaire aux Américains. Mais non, il a fallu le remaker à New York, etc., etc. Et donc, en résulte un film, j'ai envie de te dire, qui n'est pas forcément plus mauvais que l'original. Peut-être, allez, oui, le charme en moins, bien entendu, puisque il y a un certain charme. Peut-être aussi l'unité de lieu à Marseille, donc c'est déjà un peu plus sympa. En tout cas, nous, Français, ça nous parle évidemment plus. Mais là, dans New York Taxi, bah, on enlève justement le côté un petit peu charme du premier film, et puis on en fait un vulgaire film de course-poursuite dans New York qu'on a vu un peu 50 fois dans les films américains, avec un gang de braqueuses sexy totalement badass, bon, pourquoi pas, mais le problème, c'est que l'intrigue en elle-même, elle est tellement mal articulée que ça marche qu'à moitié. Donc voilà, New York Taxi, une fois de plus, la preuve d'un remake qui ne sert absolument à rien. C'est pas un film qui a bidé, si tu veux, c'est un film quand même qui est produit par Besson. C'est pas un film qui a bidé, c'est un film qui est rentré dans ses frais, très clairement, mais c'est pas non plus un carton à la Spider-Man 2, quoi, tu vois, c'est vraiment le petit film sur le côté qui a à peu près bien marché, qui est rentré dans ses frais, mais puis voilà, quoi. Alors on s'en souviendra évidemment comme d'un remake raté du premier Taxi. Non pas que le premier Taxi ce soit un chef-d'œuvre, vraiment loin de là. Sur la forme, il y avait tout ce qu'il fallait, en fait, pour plaire à un public adolescent, même américain. Il fallait juste que soit lire les sous-titres, soit qu'il soit doublé.
et puis accepter qu'on puisse voir un film qui se déroule dans une ville comme Marseille. Bon, ça peut-être trop demandé aux Américains, moi j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'était juste ça en fait, juste une question d'exporter le film. Mais c'est vrai que ça se fait beaucoup moins aux États-Unis, c'est très compliqué, mais résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Bah, on va pas forcément réitérer l'expérience. Par rapport aux 4 films que je t'ai cités, je dis pas qu'ils vont arrêter les remakes de films français, mais très honnêtement, il serait peut-être temps de repenser en fait à l'utilité et surtout à ce que ça rapporte. Si t'as pas un James Cameron derrière, si t'as pas, bah, j'ai envie de te dire, un réalisateur de prestige qui va savoir quoi faire en fait du matériel de base français et d'arriver à transformer l'essai pour que ça plaise aux Américains et du coup que ça replaise aux Français quand ça réexporté en France, bah, il faut être un grand réal. Et je le redis, il y a quand même que James Cameron qui a réussi à le faire avec la totale, quoi. Voilà, il en a fait carrément autre chose, ça a plu aux Américains. Nous, quand on a vu True Lies en France, on a adoré et on continue à adorer. Mais voilà, quoi, t'as James Cameron derrière, donc ça fait toute la différence. C'est des gens qui comprennent, si tu veux, le matériel de base. Et puis surtout, c'est des gens qui savent, à partir du moment où ils s'emparent d'un film français, ils disent comment je peux le transformer en véritable bombe US en fait. Et le truc, c'est ce qu'a fait par exemple Cameron avec True Lies. Je digresse un peu là-dessus, mais c'est vrai que Cameron ne prendra pas n'importe quel film français pour en faire un remake. Comme par hasard, il a pris la totale parce qu'il y a vu quelque chose vraiment à faire, à améliorer par rapport au film d'origine, et clairement à en faire un film presque typiquement américain. Parce que parfois, True Lies, on en oublierait presque que à la base c'est un film français, quoi, vraiment. Donc bah, c'est toute la subtilité de la mise en scène, du metteur en scène, du talent du mec, aussi du scénariste. Voilà, comment prendre le matériel de base, ne pas le trahir et faire quelque chose de fort. En tout cas, je le répète, et ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que ça vous évitera de perdre du temps avec ces 4 films que je vous ai cités. Et il y en a évidemment bien d'autres, je ne peux pas tous les mettre, bien sûr, vous l'aurez compris, mais au moins, vous ne perdrez pas de temps avec ces 4 films qui sont Les Visiteurs en Amérique, Joyeux Noël, donc remake du Père Noël est une ordure, Les 3 Fugitifs, réalisé par Francis Weber, remake des Fugitifs, et le 4e, New York Taxi, remake de Taxi. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, n'oubliez pas aussi de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.